Cette vidéo a un but purement informatif, pédagogique, tout ce que tu veux et n'a en aucun cas vocation à te faire prendre des produits dopants. De toute façon, tu risques sûrement de changer d'avis après avoir vu ça et c'est parti pour la vidéo accélération. Salut à tous les musclés! Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire du dopage et principalement dans la musculation et les sports de force en général, évidemment, pas pour le spinning. Alors dans la vidéo où je parlais des mecs balèzes des années 1900, j'ai reçu pas mal de commentaires de gars qui me disaient « Ouais, mais à ce temps-là, ils s'étaient quand même dopés, c'est de la merde !» Mais c'était évidemment sans savoir que le script de cette vidéo-ci était prêt et que donc je savais exactement que ça n'était pas le cas. Nous sommes toujours prêts, parce que nous l'attendions, les autres pas. Alors premièrement, il faudrait définir la notion de dopage pour cette vidéo car la définition commune de ce mot est « correspond à l'utilisation de méthodes ou de substances interdites destinées à augmenter les capacités physiques ou mentales d'un sportif ». Donc le dopage est concrètement régi par la loi. Par exemple, si tu prends de la caféine d'un point de vue physiologique, tu coches absolument toutes les cases du dopage. Eh oui, étonnant, non? Amélioration des perfs, effets secondaires, addiction, pourtant tu n'es pas dopé aux yeux de la loi. Et puis si on va chercher par là, tout le monde est dopé, c'est-à-dire Jean dans le muscu, Geek and Fit, il serait dopé, ce qui serait un peu triste. Donc on va partir du principe que si tu prends du café, tu n'es pas dopé pour autant. Bon, il y a des limites de dose dans certains sports, mais en tout cas en bodybuilding, la caféine c'est le dernier des soucis, puis de toute façon t'as des trucs vachement plus puissants. Pourquoi se faire chier à boire du café dégueulasse quand tu peux prendre du DMAA ? Et un autre exemple, les premières interdictions d'amphétamines datent de 1970. Donc est-ce que les athlètes qui en ont pris avant cette date avaient des performances naturelles pour autant ? Je ne pense pas, Je ne pense pas. Donc, dans cette vidéo, on va se baser sur la législation actuelle pour définir si une substance était dopante ou pas. L'histoire des stéroïdes anabolisants. Alors évidemment, la testostérone et ses dérivés, c'est la molécule la plus utilisée puisqu'elle va avoir pour effet principal d'augmenter la force et la masse musculaire d'un sportif. Donc on va en parler en priorité. Alors c'est en 1889 que Charles-Édouard Brown Séquard met le doigt dans l'engrenage et annonce qu'il a mis au point une solution permettant, selon ses dires, de prolonger la vie. Cette solution, qu'il commercialisa sous le nom de Sécardine, était composée d'extraits de couilles de chiens et de cochons d'Inde toutes fraîches. Alors il aurait pu créer un nouveau virus comme les Chinois avec ses conneries, mais ne vous en faites pas, il n'était pas bête et il stérilisait ses extraits avec un stérilisateur à acide carbonique liquéfié. Alors je sais pas ce que c'est, mais ça avait l'air de bien marcher, il n'a pas eu de problème. Donc il a décrit tout un tas d'effets positifs qui malheureusement s'avéreront être un pur effet placebo. En effet, l'expérience a été retentée en 2002 et les concentrations de testostérone des extraits de couilles étaient ridicules. Seulement 0,112 mg par litre de jus de couille, sachant qu'un homme en bonne santé en produit environ 6 mg par jour. Et ce dosage ridicule en testo s'explique par le fait que les couilles ne stockent pas la testostérone. Donc si on avait continué ainsi, il aurait fallu des litres et des litres de jus de couille pour faire des hommes enceintes. Vive le progrès! De plus, histoire de bien enterrer tout ce mythe, en réalité la testostérone est hydrophobe, ce qui signifie qu'elle ne pouvait pas être vraiment présente dans la sécardine qui était quant à elle une solution aqueuse. Mais inutile de se moquer de lui, c'était un grand scientifique qui est le père de l'endocrinologie moderne. Et grâce à lui, on a les transsexuels, la TRT et donc le dopage moderne à l'aide d'injections de testostérone. Alors du coup, quand est-ce qu'on a inventé la vraie testo, bordel ? Eh bien, les scientifiques ont continué de jouer avec des extraits de fluides corporels dégueulasses jusqu'en 1931, où comme boss final, Adolf Butenandt a réussi à isoler 15 mg d'androstérone à partir de 15 000 litres de pisse de policiers allemands. Alors évidemment, les écolos fragiles de 2020 qui cherchent à utiliser la pisse de bobo parisien pour faire de l'engrais de vegan font pâle figure face au recyclage de pisse de qualité allemande. Deutsche Qualität. En tout cas, je me réjouis de voir la gueule des brocolis fertilisés à la pisse de fumeurs de crack, ça promet. Et donc finalement, c'est en 1934 que la sainte testostérone fut enfin synthétisée artificiellement. Par la suite, les essais cliniques se sont enchaînés, et puis les Allemands décidèrent de doper leurs soldats pendant la guerre afin de les rendre plus performants et plus agressifs. Et puis, tout doucement, l'Union soviétique s'y est intéressée afin de rendre leurs athlètes plus performants.
Du coup, dans les sports de force, il est admis que la testostérone a été utilisée pour la première fois en 1952 lors des Jeux Olympiques, et surtout par les grands méchants russes, évidemment. Et c'est vrai que lorsqu'on voit les résultats du championnat du monde d'haltérophilie de Vienne en 1954, eh bien on voit que comme pour la conquête de l'espace, les Russes étaient en avance. Un peu comme pour le vaccin contre le Covid que les Russes ont annoncé au mois d'août. Ouais, je ne sais pas. Tu m'interviews un peu trop là, c'est un peu trop. Et puis du coup, les gentils américains, grands sauveurs du monde face aux méchants russes, ont mis au point peu de temps après le fameux Dianabol afin de rivaliser contre les méchants russes. Donc voilà en gros pour l'histoire des stéroïdes, du jus de couille, des milliers de litres de pisse et paf, ça fait du testolique. L'histoire de Unai. Bon, il n'y a pas plus naturel que Unai puisqu'on n'a pas d'additifs alimentaires controversés comme la silice à tout hasard, pas de nanoparticules, rien de tout ça, que du concentré de nutriments essentiels. Unai est sorti en 2018 et je suis très heureux de les avoir rejoints cette année, comme quoi 2020, c'est pas si mal. Bon, les produits ne sont pas dopants et c'est pas glauque, mais c'est efficace et c'est le principal. Donc Unai.fr si vous voulez la Rolls-Royce des compléments alimentaires. L'histoire de l'hormone de croissance. Alors dans les sports de force et le bodybuilding, l'hormone de croissance c'est un peu l'hormone à tout faire, Tu gagnes en masse musculaire, tu récupères mieux et limites les blessures, tu sèches et ta peau devient plus belle, ce qui est pratique si elle est ravagée par l'acné à cause des stéroïdes. En gros c'est le top du top. Alors c'est vers le milieu des années 40 que les scientifiques ont commencé à extraire de l'hormone de croissance de mammifères avant de se tourner principalement vers les bovins parce que bon, quand t'es comme ça en bouffant que de l'herbe, il y a un bon paquet d'hormones derrière. Ah merde, je me suis trompé de photo. Mais malheureusement, ça ne fonctionnait pas car les hormones de croissance sont spécifiques à chaque espèce et donc de l'hormone de croissance d'ornithorynque, ça ne marche pas sur un humain. À partir de là, on a commencé à extraire de la GH dans l'hypophyse d'humains morts, de préférence, ça fait moins mal. Et ça a plutôt bien marché. On a traité des milliers d'enfants atteints de déficience en GH avec de l'hormone de croissance issue de cadavres. Mais plus de 20 ans après le début de ces traitements, des personnes ont commencé à mourir de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, car certains cadavres étaient porteurs de la maladie et ont contaminé le lot. Comme quoi, il vaut mieux éviter de se faire injecter des trucs nouveaux sur lesquels on n'a pas vraiment de recul. Après, je dis ça comme ça, n'y voyez pas d'allusion à l'actualité. Et évidemment, ça a causé tout un grand scandale sanitaire, et même en France. Par après, on a appris qu'on faisait ces extractions d'hormones avec des tringles à rideaux ou des tuyaux de chauffage. Ça, c'est la débrouillardise à la française. Franchement, bravo. Pourtant, à l'époque, un certain professeur Luc Montagnier avait averti sur les dangers de ces pratiques, mais on ne l'avait pas écouté. Et aujourd'hui, lorsqu'il parle de Covid, c'est évidemment un complotiste, un vieux fou, mais moi ce que je trouve fou, c'est à quel point l'histoire semble têtue. Bref, revenons à nos bovins, c'est donc en 1981 que la GH est enfin créée artificiellement pour la première fois et elle sera commercialisée officiellement en 1987. Alors, il est admis qu'elle a été employée pour la première fois dans le début des années 80 pour le bodybuilding, puisque dans le livre Underground de Steroid Handbook, publié en 1982, Dan Duchesne expliquait avec précision les effets de cette hormone avec 10 ans d'avance sur les publications scientifiques. Donc voilà pour l'histoire de la GH, encore une fois c'est assez sombre, et si jamais tu veux en prendre, sache que l'hormone de croissance qu'on trouve sur le marché noir provient encore souvent de cadavres d'humains. C'est moins cher et puis c'est pas marrant si c'est pas risqué et crado. La poudre d'humain, c'est très bon pour la masse. Voilà pour l'histoire assez glauque de la GH et des stéroïdes anabolisants. Alors on a d'autres substances qu'on abordera prochainement comme l'insuline, les amphétamines et autres stimulants comme la cocaïne. Mais bon, si un jour tu as le malheur de regarder TPMP, tu verras bien que la C ne donne pas une shape en V. Voilà pour cette vidéo, alors je vous le demande pas souvent, mais comme j'ai mis 10 ans à passer de 100 000 à 200 000 abonnés, abonnez-vous si ça vous a plu, et n'oubliez pas le code JEAN11 pour Warrior Gear pour avoir 5% de réduction, et aussi de commander vos compléments alimentaires ultimes sur Unai, qualité, efficacité, éthique, bref le top du top. Et je vous dis à très vite pour l'album musclé des 200 000 abonnés. Et là tu tires jusqu'à en crever. Contract, contract.